À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de soldats, dont la majorité avaient servi dans les Waffen-SS, ne pouvaient pas trouver leur place dans le nouvel ordre mondial émergent après 1945. Ces hommes, volontaires et conscrits, venaient de toute l'Europe avec une diversité de motivations, allant du zèle anticommuniste aux ambitions nationalistes. Ils ont servi dans les armées nazies dans des divisions qui représentaient un immense patriotisme et, souvent, une cruauté. Cependant, à mesure que le Troisième Reich s'effondrait, l'idée d'avoir un avenir dans l'Europe d'Hitler pour les soldats des Waffen-SS bloqués s'évanouissait également. Avec la fin de la guerre, ces soldats étrangers des Waffen-SS se sont retrouvés dans un monde incertain et impitoyable. Certains ont fait face à une capture et un emprisonnement sévère, d'autres ont été rejetés ou méprisés par leur propre pays et marqués comme traîtres et criminels de guerre. Peu ont réussi à disparaître dans de nouvelles vies loin des ruines de l'Europe. Mais qu'est-il advenu d'eux? Et comment le monde a-t-il affronté leur rôle dans l'histoire? Pourraient-ils jamais rentrer chez eux ou étaient-ils condamnés à rester des parias pour toujours? Aujourd'hui, chers lecteurs, nous examinerons les derniers jours tragiques des soldats des Waffen-SS et découvrirons les réalités cachées de leur vie d'après-guerre malheureuse. Les derniers jours, la fin de la guerre et la reddition des forces des Waffen-SS. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne nazie s'effondrait, les Waffen-SS aussi. Il y avait des dizaines de milliers d'unités des Waffen-SS sous forme d'unités étrangères et allemandes dans toute l'Europe, et elles opérèrent sur tous les fronts, de l'Est à l'Ouest. Lorsqu'elles se rendirent, une situation confuse et chaotique fit que la réalité de la guerre devint une partie désordonnée pour les soldats étrangers des Waffen-SS. Étant du côté des perdants, bien que certains aient été des volontaires animés par des sentiments anticommunistes, beaucoup n'avaient aucun moyen d'avancer, à mesure que les Alliés resserraient leur étau. Le phénomène des redditions massives eut lieu rapidement entre avril et mai de 1945. Alors que les divisions des Waffen-SS étaient habituées à des combats de haute intensité et à une attitude stricte, elles se confrontèrent immédiatement à une nouvelle réalité amère lorsque la Wehrmacht allemande disparut plus ou moins. Et c'est ici que des divisions complètes des SS se dispersèrent en tant que forces isolées et encerclées qui se rendirent aux Soviétiques, aux Américains et aux Britanniques. Par exemple, la 11e division Panzergrenadier volontaire SS Nordland, dans le nord de l'Allemagne, se rendit aux Britanniques, et la 5e division Panzer SS Viking, composée principalement de volontaires scandinaves, se rendit aux forces américaines en Autriche. Les conditions de reddition varièrent en termes de nationalité et du passé de combat de l'unité impliquée. Les soldats allemands des SS furent principalement vus avec méfiance ou mépris. Ils pouvaient recevoir une punition immédiate, qui dans de nombreux cas incluait des exécutions sommaires, en particulier par les forces soviétiques qui se souvenaient toujours de leurs souffrances infligées par les soldats des SS. Alors que les Français, Néerlandais ou Danois servant dans les Waffen-SS étaient souvent traités avec plus de tolérance, surtout par les alliés occidentaux, qui les considéraient plus comme des recrues égarés que comme des nazis fanatiques. Il n'était pas toujours possible de deviner quand ces distinctions seraient appliquées, et elles dépendaient de la nationalité de la force capturant l'ennemi et de la performance antérieure des formations se rendant. En raison du grand nombre de prisonniers, les forces alliées ont dû faire face à d'immenses difficultés logistiques pour traiter avec les soldats des Waffen-SS. Les forces américaines et britanniques ont établi plusieurs camps de prisonniers de guerre, POW, pour Prisoners of War, vastes, dans lesquels les conditions de vie étaient abominables mais au moins constantes. Cependant, ceux qui furent capturés par les soviétiques eurent à affronter des conditions bien pires. Tout membre des Waffen-SS serait probablement immédiatement déporté dans des camps de travail forcés sibériens, également connus sous le nom de camps de concentration. Lors de la reddition, les Alliés menèrent quelques enquêtes pour détecter ceux impliqués dans des crimes de guerre avant d'arrêter les officiers supposés impliqués dans une extrême brutalité, particulièrement dans les SS. Crimes de guerre et conséquences, procès et peines des dirigeants et soldats des Waffen-SS. Après les redditions à grande échelle des soldats des Waffen-SS, les procès et les peines des dirigeants et soldats des Waffen-SS sont devenus un sujet central dans la justice des vainqueurs.
Les Alliés voulaient poursuivre les crimes de guerre perpétrés par les Waffen-SS et se concentraient principalement sur les officiers participants qui supervisaient les génocides. Pendant les procès de Nuremberg, plusieurs officiers de haut rang des Waffen-SS ont été jugés et des milliers de subordonnés des Waffen-SS sont devenus des prisonniers de guerre et leur sort est resté incertain. Les traitements que les soldats étrangers des SS ont reçus dans les camps de prisonniers de guerre dépendaient des ravisseurs. Les camps des forces alliées étaient souvent surpeuplés, avec parfois des environnements relativement disciplinés pour les prisonniers et de faibles rations alimentaires et ressources médicales. La situation des camps variait dans les camps américains et britanniques. Les anciens gardes des SS étaient séparés des anciens soldats de la Wehrmacht pour prévenir l'endoctrinement. Les volontaires étrangers qui se sont enrôlés dans les SS par idéologie anticommuniste et non pour Hitler étaient traités un peu mieux, mais étaient considérés avec suspicion et stigmatisés. Beaucoup de ces prisonniers ont dû endurer un processus d'interrogatoire tortueux, tandis que les forces alliées tentaient de déterminer le niveau d'engagement que chaque soldat montrait en commettant un crime de guerre. La situation dans les camps de prisonniers de guerre soviétiques était radicalement différente. En raison des énormes pertes que la guerre avait infligées à l'Union soviétique, l'armée rouge avait une animosité particulière envers tous les membres des Waffen-SS. En ce qui concerne les porteurs d'uniformes et autres soldats des SS, y compris les étrangers, les camps soviétiques étaient assez cruels. Ces prisonniers travaillaient dans des circonstances insupportables, comme des prisons surpeuplées, une pénurie de nourriture, un travail obligatoire et des hivers rigoureux. Certains des prisonniers ont été envoyés dans des camps de travail en Sibérie et d'autres régions, où ils devaient cultiver leur propre nourriture et mouraient de faim, de froid ou d'épuisement. Les autorités soviétiques ont placé les membres des Waffen-SS dans la même catégorie que les criminels de guerre et les ont soumis à des années de travaux forcés sans aucun procès. Alors que pour de nombreux membres des Waffen-SS, la captivité a duré 1 ou plusieurs mois, ceux qui sont tombés entre les mains des soviétiques ont souvent souffert de prison pendant des années, et certains n'ont été libérés qu'au milieu des années 50. C'étaient des hommes avec des problèmes de santé. Beaucoup d'entre eux étaient physiquement faméliques, malades et psychologiquement marqués par les événements de la guerre pour le reste de leur vie. Alors que l'Occident commençait à reconstruire leur patrie, les prisonniers de guerre ont été lentement renvoyés, mais les soviétiques ont continué à utiliser les prisonniers de guerre pour des travaux forcés et comme monnaie d'échange. Rapatriement ou rejet, le complexe voyage de retour à la maison. Après la guerre, le chemin de retour pour les combattants étrangers des Waffen-SS après la Seconde Guerre mondiale était assez flou et marqué par des pénalités, une non-acceptation et une stigmatisation. Lorsque les forces alliées ont libéré les camps de prisonniers de guerre, une controverse a éclaté dans de nombreuses nations européennes sur le sort des citoyens qui étaient dans les SS de Hitler. Encore et encore, ils ont été confrontés au dilemme du rapatriement, d'une part, et des conséquences sociales et politiques hautement chargées de traiter avec ceux qui semblaient avoir collaboré avec le régime nazi, d'autre part. La France et la Norvège ont rejeté les anciens hommes des SS, tandis que les Pays-Bas leur ont interdit les occupations et les postes. En France, le gouvernement n'a pas permis à beaucoup de ses citoyens, qui avaient servi dans les forces allemandes, de se réintégrer à la société française et les a déclarés traîtres. Certains des volontaires français, comme la division Charlemagne, qui a combattu désespérément pour l'Allemagne nazie, ont été emprisonnés une fois qu'ils ont réussi à retourner en France. La Norvège a fait de même, où les soldats qui ont rejoint les SS ont reçu de longues peines de prison, ont perdu leur citoyenneté et n'ont pas pu se réintégrer dans la société. Les anciens membres des SS au Danemark ont également été sévèrement punis. Beaucoup d'entre eux ont été emprisonnés et dénoncés publiquement. Certains pays, cependant, étaient plus complexes en raison de pressions diplomatiques et politiques et ont donc répondu différemment. Les États baltes, comme la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, avaient une attitude différente envers les membres étrangers des Waffen-SS. La plupart des soldats baltes ont rejoint les SS comme un moyen de lutter contre l'Union soviétique. Au fur et à mesure que la guerre froide progressait, les pays occidentaux se sont rendus compte que ces soldats étaient anti-soviétiques plutôt que pro-nazis. Cependant, ces vétérans n'ont reçu aucun soutien ni reconnaissance gouvernementale, et lorsqu'ils sont retournés chez eux, ils ont trouvé haine et suspicion.
Dans les sociétés, indépendamment du résultat de la guerre, les soldats des SS qui revenaient étaient rapidement rejetés et méprisés dans toute l'Europe. Ces personnes n'avaient pas de famille, et celles qu'elles avaient les rejetaient ou les évitaient comme des traîtres ou des criminels de guerre. Parfois, ils ne pouvaient pas trouver de travail, perdaient leurs droits et subissaient le mépris, ou on leur refusait l'adhésion à des organisations de vétérans qui maintenaient que de telles personnes n'étaient pas de vrais soldats. L'amertume pour ces anciens soldats qui avaient rejoint les Waffen-SS en raison de leur position anticommuniste était incompréhensible. Ils sont revenus dans des sociétés qui considéraient leur service comme une trahison idéologique plutôt que comme une position politique multifacette. Sur le plan politique, leur apparence symbolisait comment l'Europe s'est testée après la guerre et ses points de vue antagonistes. Dans les États d'Europe occidentale, les gouvernements ne voulaient rien avoir à faire avec l'Allemagne nazie, tandis qu'en Europe orientale, les anciens hommes des SS qui avaient combattu contre les soviétiques étaient maintenant persécutés sous de nouveaux régimes de style soviétique. Par conséquent, l'acceptation ou le rapatriement de soldats étrangers des Waffen-SS dépendait étroitement de la capacité de l'Europe à faire face aux divisions de la guerre, où beaucoup de ces soldats se trouvaient avec une existence mutilée et stigmatisée dans le Nouveau Monde. Pour ces hommes, la vie après la guerre était une bataille avec le système juridique et, plus important encore, le rejet de la société. Avec leurs droits retirés et souvent vivant dans la pauvreté, beaucoup ne sont jamais redevenus partie de l'histoire. Ils n'ont jamais eu une seconde chance dans des sociétés qui ont continué à les étiqueter comme des traîtres et des parias. La persécution et la punition des hommes étrangers des Waffen-SS ont fourni une leçon opportune du fait que, malgré la fin de la guerre, la plupart des vétérans ne pouvaient pas effacer leur passé et se dissocier de l'une des formations militaires les plus brutales de l'histoire. Les soldats des Waffen-SS et l'acceptation sociale limitée, difficultés et poursuites. Les vétérans étrangers des Waffen-SS, qui sont retournés dans leur patrie, ont rencontré un accueil assez dur, et parfois même ingérable. Après la guerre, de nombreux États ont eu des problèmes avec la démobilisation de ceux qui ont combattu pour l'Allemagne, en particulier ceux qui ont servi dans l'une des formations les plus criminelles, les Waffen-SS. Pour ces vétérans, cela signifiait revenir à une vie de préjugés sociaux, de poursuites criminelles et l'horreur de payer pour leur appartenance au parti nazi. Lors des procès de Nuremberg, toute la Waffen-SS a été jugée et condamnée comme une organisation criminelle. Cette attribution était une sentence de mort pour ses membres. Les hauts officiers ont été exécutés ou ont reçu des peines de prison à perpétuité, et les soldats ordinaires ont été punis en fonction de leur mauvaise conduite pendant le génocide. La plupart ont ensuite été détenus dans des camps de prisonniers de guerre alliés et ont travaillé comme esclaves à la construction de camps pour l'industrie de la répatriation forcée. Comme avec les soviétiques, qui ont conquis la majeure partie de l'Europe de l'Est pendant la guerre, la fin a souvent été inhumaine pour les soldats des Waffen-SS. Des milliers ont été déportés dans les camps de concentration connus sous le nom de goulag, où ils ont succombé à la mort par la faim, le scorbut et la dysenterie, ou ont péri à cause du surmenage et des coups. En France, en Belgique et aux Pays-Bas, les groupes de libération et les partisans ainsi que les résidents locaux ont assisté à la justice par tous les moyens, indépendamment de l'état de droit. Des lynchages, des exécutions de masse et des punitions violentes d'anciens membres des SS et souvent de leurs familles ont été enregistrés. En Tchécoslovaquie consolidée après la fin de la guerre, le personnel capturé des Waffen-SS a été soumis à des fusillades massives. Des sections entières de la population ont été exécutées. Cela était en conformité avec l'attitude vengeresse des pays qui, pendant des années, ont été gouvernés par les nazis. Ces actes n'étaient pas de la vengeance, mais une déclaration amère de la mémoire collective des peuples sur les injustices historiques et un appel à la rétribution. En Allemagne, les soldats des Waffen-SS ont trouvé une société qui était impatiente de laisser derrière elle ces images nazies. Certaines personnes ont caché leur service pour éviter d'être poursuivies et échapper à l'isolement social. Seul un petit nombre de personnes a cherché la camaraderie et l'a trouvée dans des organisations de vétérans. Mais cela aussi a été vu avec mépris. Les perspectives d'emploi sont restées limitées et cherchant refuge et évasion. Vétérans des Waffen-SS en Amérique du Sud et au-delà. Après la fin brutale de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux vétérans étrangers des Waffen-SS,
en particulier ceux d'origine d'Europe de l'Est et d'autres territoires occupés, ont migré en Amérique du Sud pour éviter les conséquences de leur participation à la machine militaire nazie. Ces hommes craignaient d'être capturés pour crimes de guerre et la honte qui accompagnait le fait de servir dans les SS. Ces soldats Waffen échappés ont entrepris un voyage dangereux, espérant commencer une nouvelle vie dans des pays lointains que le vieux monde ne reconnaîtrait pas. La région sud-américaine et les États particuliers de l'Argentine, du Brésil et du Chili sont devenus des refuges relativement sûrs pour les anciens nazis. La grande majorité de ces pays avaient des relations plus étroites avec l'Europe et une approche relativement libérale de l'immigration, ce qui permettait aux nazis de passer inaperçus. L'Argentine, dirigée par Juan Perón à l'époque, était particulièrement célèbre pour donner asile aux anciens nazis, y compris des officiers, ainsi que des membres des SS. Certaines de ces personnes gravitaient vers le gouvernement de Perón, qui les voyait comme des alliés contre le communisme et commençait à prendre racine en Europe et en Amérique latine. Un cadre d'expatriés nazis et de personnes partageant les mêmes idées a aidé les vétérans des Waffen-SS qui s'échappaient d'une manière ou d'une autre. Ces organisations secrètes, souvent établies par d'anciens membres des SS, aidaient à organiser des routes d'évasion et des documents falsifiés, ainsi que des responsabilités pour fournir une aide financière. L'une d'elles était la soi-disant Ratlines, un réseau d'évasion dirigé principalement par des clercs catholiques, par lequel les nazis fuyaient en Amérique du Sud et ailleurs. Le Vatican et certains individus, en particulier au sein de l'Église, étaient également impliqués dans cette programmation et ont aidé de nombreux criminels à échapper à la punition. Où qu'ils aillent, les vétérans des Waffen-SS avaient des difficultés à redémarrer leur vie, bien qu'ils aient réussi à éviter les longues ombres, manipulation et exploitation des vétérans des Waffen-SS pendant la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide a changé radicalement le destin des membres étrangers des Waffen-SS. Dans les années immédiatement après la guerre, les anciens soldats des SS étaient vus comme des criminels. Mais pendant la guerre froide, ce service a été réinterprété à la lumière des schémas idéologiques et géopolitiques. Par conséquent, certains de ces vétérans non seulement furent pardonnés, mais furent même courtisés par les agences de renseignement occidentales, marquant ainsi un changement notable dans leur traitement. La plupart des combattants des SS qui ont activement participé à la guerre ont été poursuivis dans les années immédiatement après la guerre. Mais avec l'avènement de la guerre froide, les puissances occidentales, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont détourné le regard ou même pardonné leurs activités antérieures pour l'expérience nécessaire à traiter avec la menace soviétique. Avec l'Europe et le monde se divisant en blocs, les anciens soldats des SS étaient valorisés en raison de leurs expériences, comme la guerre contre l'Union soviétique et leur connaissance approfondie du communisme. Le changement le plus notable parmi ces vétérans a été l'inclusion d'anciens officiers des SS dans les services secrets occidentaux comme la CIA et le MI6 britannique. L'histoire d'Otto Skorzeny était très estimé en tant qu'officier de haut rang des SS qui était proche de Hitler et commandait certaines opérations incroyables pendant la guerre. Les Alliés ont arrêté Skorzeny à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il est rapidement devenu un atout pour les États-Unis d'Amérique. Son expérience des stratégies de guerre contre la menace soviétique et ses contacts dans les ex-organisations nazies signifiaient qu'il était parfait pour le travail d'espionnage de la guerre froide. Skorzeny n'était pas seul. Beaucoup des anciens soldats des SS ont été secrètement recrutés dans les agences de renseignement pour lutter contre la propagation du communisme. Non seulement les positions de renseignement, mais un nombre significatif d'anciens membres des SS ont pu obtenir des positions au sein de la structure militaire nouvellement formée de l'Allemagne de l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne, qui aspirait à établir une force militaire solide face au croissant pouvoir soviétique, voulait ramener les ex-nazis dans le giron militaire, à condition qu'ils ne portent pas de principes nazis en eux. Ces pardons se sont étendus à la coopération avec les alliés occidentaux en matière de renseignement et de défense. Association de vétérans et l'héritage historique controversé des vétérans étrangers des Waffen-SS. Les pays d'origine des vétérans étrangers des Waffen-SS ont accueilli ces hommes avec hostilité ou suspicion. La plupart restaient socialement isolés. Cependant, les activités de ces associations ont suscité des controverses,
car elles ont été critiquées pour encourager la falsification de l'histoire et le révisionnisme. Un des principaux objectifs de ces associations était de former une communauté d'anciens membres des Waffen-SS et de les aider légalement et financièrement. Ces groupes tendaient à argumenter que les membres de leur formation portaient l'uniforme et combattaient comme des soldats anticommunistes plutôt que comme des nazis. Ils affirmaient que, parce qu'ils étaient des combattants anticommunistes, ces hommes n'étaient pas strictement nazis, mais plutôt des hommes de convenance, attirés par la lutte contre le communisme parce que le communisme était perçu comme une autre forme d'oppression. Les organisations sociales qui parlaient au nom des vétérans étrangers des SS les présentaient généralement comme des soldats réguliers, des combattants typiques des Waffen-SS, ignorant ou niant leur participation aux crimes du régime nazi. Par exemple, l'association des légionnaires Lettons fournissait une vision patriotique de leur service, affirmant qu'ils combattaient non pour l'Allemagne nazie et ses politiques génocidaires, mais pour libérer la Lettonie de l'occupation soviétique. À travers une telle narration, ces associations cherchaient à construire une nouvelle image positive d'eux-mêmes, comme victimes d'une période politiquement chargée, plutôt que comme malfaiteurs influencés par l'idéologie nazie. Cette refonte a rencontré l'opposition d'historiens, de gouvernements et d'autres ONG qui voyaient ces affiliations comme des tentatives de réécrire l'image historique des Waffen-SS en tant qu'acteurs de l'Holocauste et d'autres atrocités. Ces associations de vétérans ont été accusées de déformer l'histoire dans laquelle les Waffen-SS ont joué des rôles dans la brutalité et les meurtres de juifs et de civils non-juifs. Ces associations ont souvent été critiquées pour avoir tenté de cacher le passé criminel des Waffen-SS, présentant les membres des associations comme des défenseurs de leur terre plutôt que comme des collaborateurs du régime génocidaire. De nombreux critiques soupçonnaient même que certaines de ces associations avaient une agenda défini et étaient impliquées dans le blanchiment des faits historiques sur les Waffen-SS à des fins nationalistes ou néo-nazis, et pour justifier les actions des organisations auxquelles ces personnes, en esprit, obéissaient. Ces associations ont pénétré le domaine public, car la plupart d'entre elles étaient composées de vétérans et de personnes ayant une expérience du service. Dans certains pays, les organisations de vétérans ont réussi à convaincre la communauté de reconnaître leurs propriétés, leurs défilés, leurs mémoriaux et d'autres événements cérémoniels. Ces occasions tendaient à présenter les anciens soldats des Waffen-SS comme des héros tombés au combat, plutôt que comme des criminels, ce qui a été critiqué par les corps du Holocauste et les victimes également. Par exemple, chaque année en Lettonie, les commémorations de la Légion lettonne, une unité des SS qui a combattu sur le front de l'Est, ont rencontré de vives critiques tant au niveau national qu'international, car les critiques affirmaient que ces commémorations étaient destinées à blanchir la collaboration de la Légion avec l'Allemagne nazie et à perpétuer une fausse narration historique. Les guerriers des Waffen-SS, bien qu'admirés par certains États de l'ancien bloc oriental comme des combattants pour la liberté antisoviétique, étaient vus par la plupart des États européens modernes, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi que par des groupes juifs comme des collaborateurs méritant une punition et non une réhabilitation. Le drame de ces deux interprétations était emblématique d'un conflit plus important sur la façon de comprendre et de commémorer au mieux les aspects multifacettes et traumatiques de la Seconde Guerre mondiale. Les organisations qui représentaient les anciens soldats étaient fondamentales dans la construction de cette histoire à travers des commémorations publiques, des publications périodiques et des activités de lobbying pour la restauration des comptes des vétérans des Waffen-SS comme partie de l'histoire du XXe siècle. Les activités les plus controversées de certaines associations de vétérans ont provoqué une augmentation des discussions publiques, en particulier lorsque les anciens soldats des Waffen étaient autorisés à assister à des célébrations nationales ou recevaient des paiements de l'État. Parfois, ils étaient commémorés comme des héros antisoviétiques qui ont combattu pour la libération de leur patrie, ce qui était typique dans certaines régions des États baltes. Alors que dans certains pays, il n'y avait aucun problème à reconnaître les vétérans des Waffen-SS en raison de leur participation à la guerre contre le communisme, cela posait des questions éthiques dans de nombreux pays européens parce que les Waffen-SS ont commis des crimes de guerre. Cette division mettait en évidence un défi fondamental dans l'Europe d'après-guerre,
surmonter les récits de coopération en temps de guerre avec des histoires nationales d'antifascisme et des responsabilités plus globales envers les droits humains et la mémoire de l'Holocauste. L'impact durable, rappel du héritage et de la controverse des Waffen-SS étrangères. Aujourd'hui, l'existence de combattants étrangers des Waffen-SS est l'un des phénomènes d'après-guerre les plus problématiques et débattus de la Seconde Guerre mondiale. Ces unités étrangères des SS, formées par des volontaires et des conscrits des pays occupés ou alliés des puissances de l'Axe, se sont jointes à l'Allemagne nazie pour une multitude de raisons, comme la haine extrême des communistes, l'affinité avec l'idéologie culturelle et politique du régime nazi, ou pour avoir certaines opportunités. Leur position dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, reste un sujet controversé, avec des représentations allant de la victimisation à la représentation comme agresseur. Les preuves ont clairement divisé les opinions, au point que l'appartenance à chacun pourrait rester un souvenir contentieux. Les histoires ont atteint le domaine public à travers des livres, des documentaires et des films dans un passé récent, influençant les perceptions et provoquant des discussions. Après la Seconde Guerre mondiale et dans les premières années de la guerre froide, les médias occidentaux représentaient les soldats étrangers des Waffen-SS comme des partisans anti-soviétiques qui se trouvaient dans un dilemme de guerre complexe. Cette approche adoucit leur image d'être peints comme des criminels ou des collaborateurs et les dépeint comme des soldats dans une guerre au sein d'une guerre idéologique. Les représentations ont été plus complexes en participant au processus de représentation pendant les premières étapes de l'historicisation. De nouveaux documentaires et livres ont expliqué l'horrible participation de ces troupes aux massacres et aux crimes de guerre, en particulier contre les civils sur le front de l'Est. Cela a conduit les sociétés à affronter certaines vérités dans leurs engagements guerriers, peu importe à quel point elles vont et de les glorifier de temps à autre comme combattants contre le totalitarisme soviétique. Cela a culminé avec l'érection de monuments ou la création de célébrations étiquetées comme résistance patriotique au communisme. Ces commémorations sont très sensibles, en particulier pour les survivants de l'Holocauste, les historiens et les activistes. Ils soutiennent que célébrer ces personnes déforme les activités qu'elles ont menées sous le régime nazi et que l'objectif de tout processus de mémorialisation est simplement d'effacer la distinction entre la victime et le coupable. La mémoire publique et la présence des dangers de l'extrémisme dans les affaires mondiales et des implications de la guerre en général, et expliquent au public les possibilités des gens face aux choix et aux pièges de l'histoire. Enfin, les soldats étrangers des Waffen-SS ont porté le message de la tragédie et l'aspect humain des attitudes et des adhésions guerrières à l'intérieur et à l'extérieur de la guerre. Les discussions sur l'endroit où ils appartiennent dans l'histoire rendent l'analyse historique cruciale pour que les générations futures puissent apprendre de manière significative des événements de la Seconde Guerre mondiale. Étant donné que les gens restent intéressés par de telles histoires, les questions de mémoire, de conditions éthiques et d'identification personnelle restent essentielles pour la discussion continue de cet aspect assez controversé du passé historique, démontrant que les difficultés de l'Europe d'après-guerre persistent encore dans le monde moderne. Conclusion. Les soldats étrangers des Waffen-SS ont dû passer par des emprisonnements, des procès et des exclusions et, dans le pire des cas, ont dû être déportés. Alors que certains sont restés pendant des années en tant que prisonniers de guerre, vivant à travers des hivers froids et des maladies dans des camps, d'autres ont échappé aux premières conséquences de la guerre en utilisant des connexions secrètes et ont cherché asile dans d'autres pays. Dans leur terre natale, dès le début, ils ont été vus avec méfiance, hostilité ou pure violence ouverte. Malgré cela, certains des anciens membres des Waffen-SS maintiennent des associations de vétérans pour se populariser comme les justes guerriers luttant pour la justice, formant une communauté qui soutiendrait leur position. Ces efforts ont généré des discussions animées et ont promu des disputes historiques qui restent actuelles et peuvent diviser les gens. Les histoires des vétérans étrangers des Waffen-SS également, jusqu'à aujourd'hui, sont mélangées et remplies d'éléments de douleur, de tromperie et de reformulation. Ils ont continué leurs actions et interactions comme des rappels douloureux de l'impossibilité de la loyauté, des idéologies sincères et de l'identité nationale honnête en temps de guerre. Cette implication politique d'un débat continu sur de tels vétérans prolonge les dilemmes sociaux de l'histoire d'après-guerre en relation avec les normes mondiales